Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise. Vérité des sports. Pour aborder le lendemain, le week-end dans de bonnes dispositions, portez en nous la joie et l'espoir, mettons avant de nous endormir des meilleures pensées. Et dis le sage, faire de demain un jour meilleur dépend de nous. Nous qui sommes d'ailleurs les premiers garants de notre vie sur Terre. Vivre ensemble, c'est être juste et vivre avec les autres. Rien ne se bâtit sans la passion. Passion du métier, passion des radios et Radio Côte d'Ivoire. Et à votre écoute, bonsoir et bienvenue. C'est comme ça tous les jours. Vérité des sports. Mesdames et messieurs, bonsoir, content de vous retrouver, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire et sur là où le sport règne de 17h30 à 19h et qu'est-ce qu'il y a au menu de ce dernier numéro de VDS du rallye top départ ce vendredi du rallye Bandama Yamoussoukro et les vrombissements. On en parle avec notre envoyé spécial du côté Yamoussoukro, Fernand Kouakou, et du football week-end décisif pour la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération, gagné ou péri. Gros défi des jaunes et noirs face aux diables noirs du Congo. On en parlera. On parlera également des autres matchs de cette de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Et puis au pays également, deuxième tour de la Coupe nationale des clubs, des chocs à suivre ce week-end entre D2 et la Division 3. BDS version actualité, micro-présentation Brice Kwasi, collaboration Inoussa Dambélé, technique Alban Patrice. Encore bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue. Vérité des sports. Direction Yamoussoukro, ça sera le week-end des vrombissements avec le rallye Bandama. Il s'y trouve déjà. Fernand Kouakou, bonsoir. Bonsoir à vous, Brice Kwasi Mylène. Bonsoir à vous, auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Heureux de vous retrouver parce que vous êtes au cœur de l'actualité. L'actualité ce week-end, ça sera évidemment le rallye Bandama, une autre édition. Fernand, les choses se mettent en place déjà. Vous qui êtes là-bas depuis ce matin, dites-nous un peu ce qui se passe au niveau de ce rallye. Brice, c'est une bonne ambiance justement qui prévaut ici dans ce 49e rallye Bandama Côte d'Ivoire. Un rallye qui se veut un rallye du retour aux sources avec des équipages tels Thierry Pansolin et Nicolas Pansolin, ou encore, si vous voulez, Patrice Servant et Paul Servant, qui eux ont couru donc sur des voitures historiques, des Toyota Corolla qui datent d'au moins 40 ans, juste pour montrer à la jeune génération qu'il n'y a pas sur les nouvelles catégories de voitures que l'on peut faire le rallye ou le sport automobile. Avec nous, vous le connaissez, l'inusable Gary Chens, qui donc est le grand patron de ce sport automobile. Encore aujourd'hui, il a montré toute sa détermination, mais surtout toute sa maestria, à donc vouloir remporter ce 49e rallye Bandama, puisqu'il n'a pas participé au 48e qui avait été remporté par le couple Gomez sur sa voiture, un couple qui d'ailleurs la même année est devenu champion d'Afrique des rallyes. C'est vous dire que Gary a une voiture qui est assez puissante. Et pour cette édition, elle est avec son copilote habituel, Romain Comas. Mais Gary déjà a le sourire, lui qui a donc réussi une entame de compétition tonitruant avec un monde fou à ses côtés des enfants à la fin donc de sa prestation. Gary, bonsoir. Bonsoir. Alors, Gary, pour cette compétition, là vous arrivez avec vraiment l'intention d'aller chercher encore un titre. Comment déjà vous vous sentez d'entrer dans cette compétition? On se sent très bien, on est très content d'avoir pu déjà faire un spectacle pour tous les enfants de Yamoussoukro. On a gagné la super spéciale, donc le fait d'avoir gagné la super spéciale nous donne le droit de choisir notre place demain. Donc on a choisi de partir à la 4e position derrière Cyril Bottary, histoire de pouvoir laisser nos adversaires devant et qu'ils puissent ouvrir la route pour nous et qu'on puisse prendre un maximum de plaisir dans les villages pour pouvoir donner du spectacle à tous les spectateurs qui seront là sur le bord de la piste. Brice, vous l'avez entendu, donc Gary est donc leader sur cette spéciale de qualification qu'il a donc dominé des pieds à la tête, et avec sa Mitsubishi Evolution 10, en compagnie donc de Romain Comas, son copilote. Deux hommes qui ne se lâchent pas, deux hommes qui se battent pour justement satisfaire leur plaisir, puisque leur passion, c'est le sport automobile. L'édition 2023, c'est-à-dire la 49e édition, va donc être l'édition qui prépare le 51e de cette compétition. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit, il y a donc des anciens qui sont venus pour justement montrer, faire un retour aux sources avec leur véhicule.
qui date de longtemps. Cette voiture, par exemple, des Pensolin, qui a donc gagné cette compétition déjà il y a plus d'une fois, mais aussi celle justement des Servants qui a gagné cette compétition au moins 5 fois autour donc du 22e rallye, mais également le 24e, tout comme le 25e, et cette voiture qui participe donc à cette 49e édition. Brice, voici donc un peu planter le décor ici, des garçons tels Malik Gueye, mais aussi d'autres tels Papi Kanaté sont dans cette compétition, avec les Massima Bondio et autres qui se battent justement pour aller de l'avant. Mais attention, il y a des grands noms, on vous l'a dit, Gary, il y a aussi les Fandé Bakary qui sont là et qui vont donc tenter d'aller gagner cette compétition. Avant de vous remettre l'antenne, on va donc demander à Gary comment déjà demain il prépare cette entame de cette première étape après donc la spéciale qualification. Gary, la voiture, est-ce qu'elle est rentrée, tout se passe bien? Comment est-ce qu'on compte attaquer demain? Demain, on doit attaquer comme d'habitude, hein. On va attaquer d'entrée. On va regarder. Demain, les spéciales sont assez longues, mais surtout, il faut venir dimanche avec une voiture en état. Donc, il faudra faire attention à notre monture pour pouvoir avoir une voiture au top le dimanche, car le dimanche, il y a la longue spéciale dans la montagne avec beaucoup de rochers. Donc, il faudra arriver là-bas avec une voiture en bon état. Brice, vous avez entendu Gali, il faut donc arriver avec une voiture en bon état. Justement dans ce rallye, cette première étape qui va donc se courir demain, à partir donc, si je ne m'abuse, de 7h30. Mais déjà, il faut noter que dans ce rallye, il y a déjà des casses, il y a des équipages qui n'ont donc pu finir cette spéciale de qualification avec des garçons tels Roland Kwasi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme de Yamoussoukro ne puisse pas finir la spéciale qualification? Brice, si vous le permettez, en 1 minute, on lui a allez-y, c'est l'actualité. Une réaction, Roland, bonsoir. Bonsoir. La spéciale qualification, vous ne la terminez pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre véhicule? Il y a le boulon de la rotule qui est cassé. Et là, c'est fini pour vous ou bien vous pouvez pas repartir demain samedi? C'est déjà arrangé, hein. Demain, on prend le départ. Et là, vous êtes confiant? Oui, tranquille. Dieu merci, c'est passé ici, pas spécial qui sont vraiment notés. Ça, c'est juste une spéciale de qualification pour faire plaisir à la population de Yamoussoukro. Donc, ça compte vraiment pas. On n'est pas déçus? Pas du tout. Oui, vous l'avez entendu, c'est donc l'un des jeunes espoirs de ce rallye Bandama pour ce qui concerne justement le sport automobile en Côte d'Ivoire, Roland Kwasi, qui est donc avec son jeune frère André Kwasi sur sa Ford Focus. Et là, il est prêt donc à partir demain. Tout se passe sous le regard de son père, Marcel Kwasi. Ça veut dire qu'il y a donc cette grosse ambiance ici à Yamoussoukro, Brice Kwasi. Allez, Fernand, avant de vous laisser partir, ça sera quoi le parcours demain jusqu'à dimanche pour ce 49e rallye Bandama qui prépare le 50e du rallye Bandama? Oui, Brice, c'est un peu plus de 400 km à parcourir. Aujourd'hui déjà, sur la spéciale qualification, c'était 3 km qui ont été parcourus par ces acteurs du sport automobile, en présence donc de l'homme Pascal Ouadia, président de la Fédération ivoirienne de volleyball, qui est aussi venu voir justement cette compétition et soutenir son homologue président Alain Ambrosino. C'est vous dire que justement, sur cette compétition, c'est un parterre de personnalités qui arrive. Le ministère des Sports était dignement représenté avec ses hauts cadres et aussi le préfet de région qui était bel et bien présent dans cette compétition. Oui, il s'agit donc du président Pascal Ouadia qui était en train de vous expliquer les raisons de sa présence ici justement sur ce rallye. Je suis ici à Yamoussoukro pour 2 raisons. La première raison, c'est pour soutenir le président Alain Ambrosino qui organise ce rallye Bandama. Et la deuxième raison, c'est pour des raisons des obstacles, parce que j'ai un de mes partenaires qui a perdu malheureusement son grand frère. Et donc je suis là aussi pour le soutenir dans cette ville de Yamoussoukro. Et président, vous vivez ce rallye, ça vous donne quelle idée déjà de ce rallye? Parce que c'est peut-être votre première fois de vivre un rallye Bandama. Oui, c'est la première fois que j'assiste au rallye Bandama. Et comme je l'ai dit, c'est une bonne chose. Et c'est ce que nous recherchons au niveau de la présidence du volleyball, c'est de se rapprocher des autres fédérations, voir ce qui se fait dans les autres fédérations. Et pourquoi pas copier, parce qu'aujourd'hui, quand vous venez au rallye, vous voyez qu'il y a pas mal de partenaires qui accompagnent cette fédération. Et c'est comment voir comment est-ce que cette fédération travaille avec ses partenaires, qui permettra un jour à la fédération ivoirienne de volleyball aussi d'avoir beaucoup de partenaires pour la promotion du volleyball. Donc c'est un peu ça que nous, au niveau de la fédération ivoirienne de volleyball, nous cherchons à copier en soutenant toutes ces fédérations qui ont une activité aujourd'hui. C'est ça. Il faut qu'on se soutienne entre fédérations pour qu'au moins le sport puisse prendre de l'avant au niveau de la Côte d'Ivoire.
c'est ça ma présence ici aux côtés du président Alain Ambrosino. En tout cas, merci pour cette solidarité sportive, on dira ici, et puis surtout, il y a quoi à vous, parce que vous êtes là pour une double raison. Merci d'être du côté de Yamoussoukro. Vous me laissez en compagnie de Fernand Kouakou pour terminer. Fernand, vous l'avez dit, vous avez décrit un peu le parcours, mais au niveau de l'engouement déjà, est-ce que à ce niveau-là déjà le pari est réussi ou bien ce n'est que le début de la compétition? L'engouement, on sait que la population de Yamoussoukro adore bien sûr le rallye Bandama. Jusqu'ici, ne vous en faites pas. En ce qui concerne donc l'engouement, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Ce Bandama-là déjà, il est pris d'assaut par les populations. Tout à l'heure, les pilotes l'ont vu, Gary, Fane Bakary et autres ont été pris donc à partie par les populations qui justement réclamaient justement ces hommes-là. Et c'est un monde fou qui a donc devant la place de la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour la recherche de la paix. D'ailleurs, Fane Bakary, qui a sa radio allumée, n'a pas envie de laisser partir Brice. Allez-y. Qu'il est Bismo, lui dont la RCI est le partenaire. Fane, vous, sur ce 49e rallye, qu'est-ce que ça vous rappelle quand vous voyez un peu les voitures, les Toyota Corolla, des Pansoulins et autres sur ce rallye? Et ça me rappelle de beaucoup de choses parce que moi aussi je courais sur la Toyota. Ça me rappelle beaucoup de choses. D'abord, tout ce que je peux vous dire, je dis un grand merci au ministre de la Santé qui m'a aidé au dernier moment. Sinon, vraiment, je n'ai pas fait le départ. Vraiment, je dis un grand merci. Ministre de la Santé, M. Demba Pierre. Alors, Fane, vous êtes sur ce rallye avec votre jeune fille, Fatimata, encore pour cette compétition. Dites-nous comment vous vivez justement ce 49e rallye, là où vos enfants aussi sont compétiteurs. Oui, c'est bon. AM, ma fille, vraiment, elle m'annonce très bien. Il n'y a pas de problème. Bon, on a fait la reconnaissance, ça s'est bien passé. On vient de faire un super spécial où on a été 4e. Il y a une seconde entre nous et 3e. Et c'est pas mal. On espère que demain, ça va aller. Oui, voici donc Fane, le tam-tam de Tengrela qui vient de se prononcer à votre micro, c'est dire que les choses se passent bien sur ce rallye Bandama, édition 2023. C'est donc le 49e rallye qui rappelle beaucoup de choses, mais aussi qui annonce beaucoup de bonnes choses, avec vraiment une grosse ambiance ici à Yamoussoukro. Les populations sont encore nombreuses devant justement l'espace de la fondation Félix Houphouët-Boigny, puisque pour raison de travaux, le Bandama n'est pas donc basé à l'hôtel Le Président, mais plutôt à la fondation. Et c'est ici que se passe justement tout, et l'assistance et le parc fermé. Ça veut dire que c'est une compétition qui va barder 3 km pour la journée d'aujourd'hui sur la spéciale qualification. Demain, on aura donc droit à un peu plus justement de 260 km pour la première spéciale. Et puis on verra pour la suite pour dimanche. Mais ça veut dire que c'est un week-end fou de compétition de sport automobile. Ah, vous parlez tam-tam, des Tengré là avec Fane et Ibrahim, mais surtout, vous également, vous êtes là-bas parce que vous allez nous donner beaucoup de coloration sonore. Dès demain, on aura les échos de ce rallye Bandama. Mais Fernand, vous allez également suivre pour nous ce match entre la SEC et le Diable Noir du Congo. Allez, prenez du temps pour vous reposer parce que demain, ça sera très chaud sur Radio Côte d'Ivoire jusqu'à dimanche. Allez, merci. Et puis, on salue au passage tout le monde du côté Yamoussoukro. Merci, Brice Kouassi-Mélène. Et puis surtout, au revoir aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Alors, on se retrouvera. Alors, allez, on en parlait un peu, Mouria et puis Mourou Bané. Mourou, vous l'avez dit, on l'a dit, ce rallye qui ne vieillit pas, ce rallye qui demeure quand même l'un des symboles au niveau sportif de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un des symboles et ce qui est intéressant, c'est que ce symbole-là ne disparaît pas. Et il faut dire que à la création de ce rallye, à l'entame des premiers pas de ce rallye, le président Houphouët-Boigny avait dit que le cacao, le café et le rallye vont faire la promotion du pays. Et donc ceci pour dire que le rallye des automobilistes de grands coureurs venaient d'Europe et avec toutes leurs écuries et faisaient quand même du tourisme. Donc ça donnait une certaine visibilité à la Côte d'Ivoire. Mais au fil des ans, on a vu que le rallye ne bénéficiait plus de fortes subventions. Il est difficile aujourd'hui de faire venir de très grands coureurs mondiaux pour faire cette promotion de la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il faut s'y attacher. Il ne faut pas baisser les bras. Déjà, ce qui se fait, il faut encourager déjà le président Alain Ambrosino et ses collaborateurs qui font tout, vaille que vaille, pour maintenir ce rallye-là en vie. Et je pense qu'avec le temps, ce rallye va se positionner au niveau mondial et pourquoi pas concurrencer les rallyes au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau du Kenya et même le rallye Paris-Dakar qui se déroule et qui voit beaucoup de compétiteurs à ce niveau-là. Il y a pour Noël de l'autre côté. Bonsoir Noël. Bonsoir Brice. On parle du rallye Bandama, ce rallye qui a fait vibrer la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui malgré tout reste toujours, mais qui a perdu quand même de sa superbe. Oui, c'est vrai, on va dire qu'il a perdu un peu de sa superbe, mais ça reste comme le vieux vin.
crois qu'on retrouve quand même certains coureurs comme Gary Shane qui sont aussi là depuis que ce rallye existe. Je suis d'accord avec Bané. À mon sens, c'est un rallye qui doit pouvoir gagner plus en notoriété. Je crois que les gens mènent la bataille pour que ce rallye gagne en notoriété. On va voir aujourd'hui, dès demain, ce qui va se passer en termes de compétition. Je pense que ce genre de compétition doit pouvoir amener ce rallye-là à son niveau international. On salue l'initiative, on espère que l'organisation va être parfaite pour que, d'après ce que le reporter sur place vient de nous dire, les populations se sont déjà appropriées ce rallye-là. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème de suivi, il n'y a pas de problème de population, mais on espère qu'en termes d'organisation de sécurité, les moyens vont être mis pour que ce rallye se déroule dans de parfaites conditions. Alors, Ria, qu'est-ce qu'il faut pour que, parce que nous sommes à la 49e édition, dans un an on aura la 50e édition, ça va correspondre également à la CAN ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut pour que ce rallye soit aussi plus beau lors de la 50e édition du rallye Bandama? Je parle de Noël, hein, Noël, avant Ria. Ah oui, en fait, je pense que si ce rallye va faire son cinquantenaire, les uns et les autres doivent pouvoir tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé, parce que 50 ans, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 50 jours, et donc on doit pouvoir prendre des résolutions fermes à partir de ce cinquantenaire-là, pour que ce rallye-là soit propulsé au niveau international. Il doit avoir des grands changements, tant dans sa gestion, dans son organisation, que dans sa façon de se faire promouvoir, parce que je crois que tout est là. Il faut réussir à promouvoir ce rallye-là, parce que ce rallye-là est quand même d'un appui touristique, et donc il faut en faire une très grande promotion pour qu'au niveau international, il puisse s'imposer. Olia, le rallye, 49 ans, 49e édition, bientôt la 50e. Faut-il repenser le rallye Bandama ou rester dans la dynamique en apportant d'autres choses? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas réinventer l'eau chaude, ou bien on ne va pas réinventer la roue, comme les fameux adages le disent. Il y a un canevas de compétitions qui sont organisées suivant des normes, et ces normes permettent à ces compétitions-là de rentrer dans un calendrier international bien défini, afin que les meilleurs compétiteurs puissent se trouver sur un territoire. Et quand les meilleurs compétiteurs se trouvent sur un territoire, il y a automatiquement l'affluence des regards à travers les grands médias internationaux, ainsi de suite. Moi, j'estime qu'à 49 ans, ce rallye de Bandama devait être le circuit international, le très grand circuit mondial, où aujourd'hui on devrait... Oui, à l'époque, il y avait quand même de grands coureurs. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a régressé. C'est vrai, on existe, mais on existe pour survivre. Voilà, on n'existe pas pour progresser, pour permettre à ce rallye-là de faire de plus en plus la promotion du pays. Le rallye de Bandama est connu que par ceux, pour ne pas dire, il est toujours suivi que par ceux qui ont vécu ces heures de gloire. Aujourd'hui, vous demandez à un jeune de Côte d'Ivoire, par exemple... au niveau du rallye de Bandama, où est-ce que ça se court, quels sont les meilleurs coureurs, qu'est-ce que vous citez le nom d'un coureur? Enfin, Gary Shane, on connaît. Voilà, même Gary Shane, je suis sûr que... Aussi, hein. Même, on demande à des jeunes qui suivent le sport, même on leur pose la question du c'est vrai, vous arrivez à Yopougon, on dit quel est le rallye Bandama? Le rallye Bandama, c'est quoi? Pourtant, si vous voulez parler de Formule 1, ils vous diront Lewis Hamilton. Si vous parlez de rallye, ils vous parleront de Sébastien Loeb, qui est parti maintenant du côté du Dakar, et ils vont vous citer quelques noms, parce que ce sont des grands coureurs dont la résonance internationale, puisque quand ils se déplacent d'une ville ou d'un pays à un autre, il y a tous les grands médias du monde qui relaient leurs exploits. Donc moi, aujourd'hui, je l'ai toujours dit ici, j'estime qu'il y a des compétitions telles que conçues au niveau de la gestion du sport en Côte d'Ivoire, et que l'État est propriétaire de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, donc dépense énormément sur cette équipe. J'estime qu'il y a des compétitions, comme le rallye Bandama, voilà, qui doivent être récupérées par cet État-là, parce que ces événements-là contribuent à la promotion de l'État. Moi, je prendrais le rallye Bandama au niveau des rallyes. Au niveau de l'athlétisme, on prendrait, le district d'Abidjan est suffisamment riche, donc il peut prendre le meeting d'Abidjan, le marathon d'Abidjan. Ouais. On peut, par exemple, l'État peut soutenir Yamoussoukro pour faire un marathon de la paix, un marathon qui aura peut-être lieu disons la veille de la remise, par exemple, du prix Félix Sobani pour la paix. Que ce soit à Yamoussoukro ou à Genève, mais au moins, il y a le marathon de la paix de Yamoussoukro. Et comme ça, ce genre de compétition-là, on peut, au niveau du cyclisme, par exemple, le Tour de Côte d'Ivoire, pour montrer les belles réalisations de nos routes, de nos infrastructures, et puis le dynamisme de nos régions. Ce sont des événements, à mon sens, que l'État doit récupérer à travers un texte de loi, pour libérer un peu ces fédérations dites minimes qui n'arrivent pas à mobiliser suffisamment de fonds pour organiser ces compétitions avec un budget bien défini. Aujourd'hui, je suis content que l'artiste, le grand frère Assalfo, ait bataillé pour qu'aujourd'hui le FEMUA soit pris en compte dans le budget de l'État de la Côte d'Ivoire. Parce que le FEMUA contribue
à faire la promotion du pays. Mais dans le sport aussi, on a des disciplines qui peuvent le faire. Donc, ce n'est pas comme si on demanderait à l'État de tout récupérer, même au niveau du football. Quand même, même au niveau du football. La Coupe Fouboigny. Voilà, merci. La Fédération du football est essoufflée. La Coupe nationale, c'est la coupe qui célèbre le pays et dont la finale généralement avait lieu la veille du 7 août. Cette compétition, l'État peut dire, nous on la finance. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Messieurs, parlons d'infrastructures avec notamment le stade de la paix de Bouaké, homologué par la Confédération africaine de football. L'information émane du service communication de la Fédération de football. Le fait vert de la Confédération africaine de football fait suite à 2 missions d'inspection, on va le dire, effectué par ces experts dans ce mois de février avec à la tête, Véron Moussongo qui était à la tête d'ailleurs, ainsi avant donc l'ouverture du 24 prévu le 24 mars prochain à l'occasion du match Côte d'Ivoire Comores contemple la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Il est prévu une journée test le samedi 4 mars à venir avec la 19e journée de la Ligue 1. Les rencontres Bouaké FC, Azida Bengouré Sporting Club de Guinée Soura vont se jouer à huis clos sur cette pelouse. Messieurs, c'est une très très bonne nouvelle. Après Yamoussoukro, Oria, on a le stade de la paix de Bouaké, qu'on dit l'un des plus beaux stades d'ailleurs d'Afrique, prêt désormais à abriter les matchs. Oui, mais Véron l'a dit, la Côte d'Ivoire a déjà 3 stades qui sont prêts. Parce que quand on parle généralement, on dit on a 2 stades qui sont homologués. Mais Véron a dit 3. Il a bien cité Bimpe. Et Bimpe est bel et bien homologué. Mais bon, étant donné que Bimpe avait déjà accueilli des rencontres et que peut-être ils sont à la phase de la finalisation de certains travaux, parce que la pelouse qui avait été tant décriée est en train d'être traitée en profondeur, sûrement que maintenant elle doit être prête. On préfère inaugurer Yamoussoukro et plutôt Bouaké, qui est le nouvel écrin qui a bénéficié d'un lifting ces derniers temps. Donc je pense que on a tous entendu, vu à travers les vidéos, les premières images de ce stade, les travaux qui ont été effectués par l'entreprise portugaise qui a récupéré le marché du stade Houphouët-Boigny, qui avance à grands pas également. Bon, moi je fais partie des optimistes parce que comme Véron, j'estime que la Côte d'Ivoire sera prête pour cet événement. Et donc on verra déjà dès le 24 mars prochain. Il y a encore quand même du temps. Il reste... avant le 24, il y aura 2 matchs, la 19e journée de la Ligue 1. Puisque les deux matchs de la Ligue 1, ce sont des matchs qui vont se jouer à huis clos. Je pense que ce sera plus pour tester l'état de la pelouse. Non, le stade. Ouais. Voilà, un peu l'ergonomie des espaces, comme les vestiaires, la salle de conférence, mais pas les gradins, pas l'affluence. On ne va pas gérer tout ce monde, parce qu'on sait que 40 000 places le jour d'un match des éléphants à Bouaké, connaissant la faveur des habitants de Bouaké, je pense que ce stade-là, comme à Yamoussoukro, risque d'accueillir au moins 30 000 personnes. Et bon, on verra quelles seront les dispositions prises par la CAF. Est-ce que la CAF va demander à ce qu'on fasse un plein de ce stade ou qu'on donne un certain nombre de tickets pour restreindre un tout petit peu l'usure de ce nouvel écrin? Ben, on verra. Mais bon, c'est une très bonne nouvelle. Au moins, ça va permettre à ces différentes populations de pouvoir voir une rencontre de football dans ce stade. Parce que comme Yamoussoukro, il faut le dire, est-ce que le stade de Bouaké avant la CAN va accueillir toutes les rencontres de Bouaké FC? J'émets quand même un gros point d'interrogation. Oui, mais quand on sait que Yamoussoukro est ouvert depuis l'année passée, qu'aucun match du championnat ne s'y joue, c'est seulement l'ASEC qui joue ces compétitions continentales. Quand on a des compétitions internationales, que ce stade est ouvert, mais pas pour le championnat. Donc je me demande si ça va être le même schéma que celui de Bouaké. Allez, Noël Yapo, c'est clair et intéressant. D'ailleurs, le stade de la paix, la 2e grande ville de Côte d'Ivoire, aura bien sûr des matchs, les matchs de championnat, mais surtout le match Côte d'Ivoire-Comores. Ça, c'est une bonne nouvelle. On avance évidemment vers la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Bah oui, Brice, je crois que c'est une nouvelle qui met la pression sur tous les organisateurs, sur toute la Côte d'Ivoire, parce qu'on s'en va inexorablement vers l'organisation de cette CAN-là. Sauf catastrophe, on ne peut plus reculer. Moi, je salue l'idée d'organiser ces matchs tests. J'aurais souhaité, j'espère que après ces 2 premiers matchs tests-là, qui vont se jouer pratiquement à guichet fermé et qui vont se jouer sans public, on aura encore d'autres matchs pour tester le public, pour tester l'arrivée du public, pour tester les autres aspects, parce que ces 2 premiers matchs-là vont permettre de tester certainement, comme Auriel a dit, la pelouse et les vestiaires, mais il faut qu'il y ait encore d'autres matchs avant le match du 24 contre les Comores pour tester effectivement l'affluence du public, la fluidité, comment gérer ce public-là. Mais sinon, je crois que c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. On avance véritablement vers la CAN. Il ne reste que 3 autres stades à terminer, je pense qu'ils seront prêts. Mais toute la Côte d'Ivoire attend vraiment cette CAN-là.
ça doit être la plus belle CAN jamais organisée, comme l'a dit le président de la République, et on espère qu'on va pouvoir y arriver. C'est vrai, Mourou, ces matchs se joueront à huis clos, mais déjà, il est intéressant de pouvoir voir l'enceinte du stade de Bouaké. Oui, il est intéressant de voir l'enceinte de ce stade-là. Auré a parlé de la pelouse. Il faut faire le distinguo entre l'ancien et le nouveau stade. L'ancien qui a été construit en 1984 et qui a été rénové en 2007 et 2018. Et l'ancien avait été conçu en 1984 dans l'optique de recevoir la CAN 1984. Aujourd'hui, les deux sites sont côte à côte. Seulement que le nouveau stade, la capacité est montée jusqu'à 40 000. Auriel l'a dit. Et il y a une pelouse qui est vraiment de haut de gamme, qu'il faudra mettre à la disposition des différentes équipes qui vont être logées au niveau de Bouaké. L'ancien stade sera certainement réservé aux différents entraînements des équipes qui seront logés à... C'est pas loin, hein, les deux stades d'ailleurs. C'est pas loin du tout. Et donc, c'est un stade flambant neuf qui rassure. Et surtout, moi, j'aurais souhaité qu'on laisse, faut pas que les matchs se déroulent à huis clos, qu'on laisse entrer le public et voir en situation de jeu, en situation réelle, comment ce stade-là pourra se comporter. Parce que si c'est à huis clos, c'est possible que certains pans des infrastructures ne répondent pas aux normes. Moussango l'a dit, ce sont des stades qui peuvent déjà recevoir la Coupe du Monde. Mais on ne sait jamais. Il faut toujours vérifier. C'est une œuvre humaine. Il faut faire entrer au moins un minimum de 10 000 personnes, ou bien 5 000 personnes, pour voir si effectivement ça peut tenir. Où ça peut tenir, moi j'aime beaucoup intervenir, c'est surtout les commodités, les toilettes. Il faut voir 5 000 personnes. Est-ce que les toilettes, les évacuations d'eau, les égouts et autres, tout ça, ça marche bien. Parce que quand c'est bouché un peu, c'est fini. Maintenant aussi, tous ces nouveaux stades, il faut faire de la formation et de l'information. Il ne faut pas que les gens y aillent dans les toilettes avec des étuis ou bien des écuis de maïs par-ci par-là, du papier journal. Avec le maïs marche bien à Bouaké. Hein. Voilà, il faut mettre à la disposition des personnes qui arrivent au stade, parce que souvent elles passent près de plus de 5 heures de temps au stade. Il faut leur prévoir des endroits où il faut se soulager. Mais quand il n'y a pas d'éléments pour pouvoir se remettre à l'aise et puis ressortir, ça pose problème. Et nous le constatons avec le stade Champrou, avec des stades de proximité. J'avoue que souvent, c'est pas bon. Et surtout l'étranger qui va voir cela, et les commodités ne sont pas aux normes. J'avoue que c'est difficile à accepter. Auria, le huis clos, vous voulez réagir dessus? Non, moi je suis d'accord avec ce huis clos. Ça, je le dis clairement. Vous savez déjà, un stade de 40 000 places, à votre avis, il faut combien de stadiers pour pouvoir juguler la foule qui est censée venir regarder ces matchs? Bon, déjà on va permettre, c'est petit à petit, puisqu'il y aura deux... Non, le 24 matchs, ça ne sera pas huis clos. Hein, non, je parle du match d'abord, des deux matchs, puisque déjà, ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps avec cette rencontre, c'est de tester la lumière, puisqu'il y aura deux stades, le son, ainsi de suite. Il faut tester progressivement ces infrastructures. Moi, je pense que c'est la meilleure des méthodes, parce que pour un match de Bouaké, l'équipe de Bouaké à Bouaké, je vois mal, moi, vous parlez de 10 000 personnes, je vois mal même 3 000 personnes se mobiliser pour gagner ce match. Peut-être que ce serait pour aller découvrir. Le stade, parce que Bouaké, c'est une population qui aime le foot, hein, contrairement à Yamoussoukro. Oui, on connaît les clubs historiques de Bouaké qui drainaient du monde. Non, je ne parle même pas des clubs, même Bouaké aime le football. Hein, non, ça, on est d'accord. Contrairement à Yamoussoukro. D'accord, non, ça, je suis entièrement d'accord. Donc, vous Yamoussoukro déjà, au niveau de l'engouement. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que c'est pourquoi je dis que le match du 24 mars, assurément, il y aura du monde. Il faut tester. C'est-à-dire, où je suis d'accord avec Borou, c'est que au niveau des stadiers qui vont devoir conduire toutes ces personnes qui vont venir au stade, c'est dès à présent qu'il faut les former à travers ce genre de journée. Voilà, essayer de recruter ces jeunes sur place, leur donner les rudiments pour indiquer, pour conseiller, pour contrôler. Voilà, ça je suis d'accord avec. Bon, mais pour un match de championnat, ce serait beaucoup de dépenses, ça il faut le dire clairement. Parce que je ne pense pas qu'il y ait sûrement de l'affluence. Laissons les professionnels, à mon sens, faire les tests qu'ils veulent faire progressivement comme ils l'entendent. Et puis le 24 mars, comme à Yamoussoukro, on a pu le voir avec les forces de l'ordre et autres, il y aura le véritable test. Moi, à Yamoussoukro, on a eu plus de forces de l'ordre pratiquement que de stadiers pour faire ce travail. Je me dis que pendant la compétition, on va devoir prendre énormément de stadiers. Là, on est en mars, il reste le premier trimestre de 2023 est terminé. Il reste 3 trimestres
en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas toujours qu'on attende le dernier moment pour commencer à dire oui, il faut venir ceci, il faut venir faire cela. Voilà, c'est maintenant, même dans les matchs au Champrou, essayer de voir le COCAN, dire avec la fédération, on va envoyer quelques stadiers pour qu'ils puissent se familiariser avec l'environnement d'un stade, comment on empêche comment on appelle les spectateurs à rentrer sur la pelouse, parce que moi j'ai été au stade lors de Côte d'Ivoire Zambie à Yamoussoukro. Il y a eu énormément d'invasion de la pelouse, énormément. Et à la fin du match, ça je vous le dis, presque tous ceux qui étaient dans les tribunes, on pourrait juger des tribunes populaires, se sont retrouvés sur la pelouse et sont venus sortir. Oui, ils sont venus sortir du stade par le VIP. Ouais. Voyez-vous, ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas normal. Donc je me dis que s'il y avait les commissaires, les observateurs, la CAF, ça aurait été un mauvais point pour nous. Effectivement. Voilà, donc il faudrait véritablement qu'au-delà des forces de l'ordre, il y ait des stadiers en nombre suffisant pour essayer de faire des barrières, des corridors pour éviter ça. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à les déployer dans les stades. Il ne faudrait pas attendre, je dirais, au lancement de la CAN pour choisir des jeunes là, leur porter des chasubles ou bien des gilets orange, et puis ils sont assis juste pour faire du remplissage, et ils n'ont pas l'habitude de ce genre d'événements. Ils vont se laisser déborder et on va les crier là-dessus. Donc c'est maintenant à mon sens qu'il faut les déployer. On va abonder dans le même sens que Auria. Je voudrais dire que on a eu la chance aussi parce que les arbitres n'ont même pas fait cas de cet envahissement du stade. Ils étaient rentrés au vestiaire. Au moment où dès qu'ils sont rentrés au vestiaire, voilà, les joueurs sont rentrés. Parce que pendant même, il y a eu des moments, je dirais du match même, je crois, il y a eu une ou deux personnes qui ont essayé. Là, ils ont aussi fait la fin. Il y a certains qui ont commencé à courir pour essayer de venir prendre un maillot avec les joueurs, ainsi de suite. Bon. Les arbitres ont été cléments, puisque là encore, c'est passé dans une très bonne atmosphère, ils sont sortis, mais ça n'a pas laissé une très bonne image. Allez, au Canouré a remplacé Alban Patrice. La bonne nouvelle, mon cher Noël Yapo, c'est que la RTI, logique, normale, la RTI est diffusion officielle de la CAN 2023. Réaction Noël Yapo. Bah oui, je pense que ça ne pouvait pas être autrement, parce que déjà, vous voyez que cet événement qui va se faire en Côte d'Ivoire, franchement, ça ne peut pas faire autrement que ce soit la RTI qui soit diffuseur officiel. Déjà, il y avait eu quelques soucis pour la Coupe du Monde. Ça, les Ivoiriens ont pu comprendre. Mais pour la Coupe d'Afrique, si la RTI n'avait pas été dans ce lot de diffuseurs-là, et en première posture, ce serait été incompris par les Ivoiriens. Je crois que c'est une très bonne chose pour la RTI elle-même. Félicitations pour avoir dépoché cette diffusion-là. On attend de voir, et ça va permettre aussi, je crois que c'est ça aussi l'intérêt de la Coupe d'Afrique, ça va permettre aujourd'hui à la RTI également de pouvoir acquérir du matériel, de se mettre au diapason, de pouvoir faire en sorte que cette diffusion-là soit la meilleure possible. Et donc, profitant de cette canne-là, ça va permettre à cette structure-là d'améliorer également ses infrastructures, d'améliorer la formation de son personnel, et c'est tout un ensemble que apporte cette organisation de la CAN. Donc, félicitations à la RTI pour ce travail-là. Maintenant, le travail est acquis, reste à assumer et à le faire en toute responsabilité pour que, effectivement, cette acquisition-là soit quelque chose de véritablement bien gagné. On parle de l'ouverture du stade de Boaké pour les éléphants le 24 mars, mais là, l'information est claire. C'est la RTI qui est diffusion officielle de cette Coupe d'Afrique des Nations, la grande compétition africaine. Effectivement, je pense que la RTI a été proactive, ça il faut le dire. À quelque chose de malheureusement, le tournoi mondial passé, la RTI s'est fait souffler la mise par sa petite sœur. Et donc, les Ivoiriens, dans leur ensemble, n'ont pas apprécié. On est resté là, tout surpris, ébahi. Et puis bon, on était amer, mais on ne pouvait pas faire autrement puisque déjà l'annonceur était là. Et donc, la RTI, à 11 mois de l'événement, a vite fait d'être proactive et de prendre ses responsabilités. Je pense que c'est déjà de bon augure. Cela permettra de pouvoir déjà, les journalistes sont déjà connus au niveau de la RTI, il faut les mettre déjà en situation de reportage et autres. Les sont connus aussi, on est en train encore de renforcer. Ils vont faire des séances de renforcement des capacités, pourquoi pas, et surtout déjà que la RTI a mis le pied dans le plat, la RTI donne un signal très fort à tous les concurrents de près ou de loin pour leur dire que bon, c'est notre territoire, c'est nous qui devrons être là. C'est déjà un bon signe et c'est déjà de bon augure quant à savoir que les citoyens lambda dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire va pouvoir au moins suivre à la radio comme à la télé les différentes confrontations entre les équipes à partir de janvier 2024. Oh oui, on ne se rate pas là, la radio, la télévision ivoirienne, diffusion officielle de cette Coupe d'Afrique des Nations, le plus grand événement sur le continent.
Oui, on a souffert, hein. Vous savez de quoi est-ce que je parle, dans un passé très récent. Mais on savait où on partait. Je vais parler de la Maison Bleue. Voilà, il y a eu des mécontentements, mais la Maison Bleue a mis tout le paquet pour ce grand événement. On va voir ce qui est utile pour la Côte d'Ivoire. Voilà, et comme Véron l'a dit, la Côte d'Ivoire, au sorti de cet événement, démontrera qu'elle peut organiser une Coupe du Monde. Et je pense que la diffusion de cet événement sportif par la RTI va confirmer cela. On sait qu'au sein de la RTI, il y a énormément de compétences. Voilà, et on n'a jamais, je dirais, trahi la confiance placée en nous. Et je suis sûr et certain que pour cette compétition, en tout cas la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Ils seront bluffés parce que la RTI leur prépare. Allez, bravo au directeur général et à tous les directeurs de la RTI parce que nulle part ailleurs, c'est sur la radio, la télévision ivoirienne que vous aurez cette CAN 2023. Allez, le travail commence. Vérité des sports. On va parler évidemment des activités au niveau de la piscine. Le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Sports ont posé mercredi dernier la première pierre de la piscine olympique de Yopougon dans le quartier Banco 2. Après Abou et Bakouri, Yopougon est la 3e commune du district d'Abidjan à bénéficier de ce vaste programme baptisé Aisance Nautique d'un coût global de 15 milliards 778 millions 676 000 francs CFA. Justement, écoutons le ministre des Sports sur la nécessité de ce projet dans Poulain Claude. Notre pays vivait tranquillement depuis ces 5 dernières années avec plus de 160 décès de jeunes à cause des imprudences, des sorties et des noyades en mer, dans les rivières, dans les piscines privées. Et il fallait apporter une réponse à cette problématique. Il fallait adresser ce problème. C'est pourquoi, tenant compte de l'importance de la vie des jeunes, nous avons été instruits par le président Alassane Ouattara de conduire ce programme spécifique pour que les piscines deviennent des centres d'apprentissage à la natation, au sauvetage, mais aussi deviennent des centres de vie et d'animation citoyenne dans nos communautés. Le ministre en a profité pour annoncer 5 000 emplois autour des métiers du sport pour les jeunes dès le mois d'avril. On sait 2023, c'est l'année de la jeunesse, et ce en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et celui de l'enseignement technique, tout en encourageant cette initiative. Le parrain de cet événement, de la pose de la première pierre, Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, a décidé de construire 15 autres piscines, d'ailleurs à Yopougon. Convaincu que la jeunesse, que le sport aide à l'épanouissement, le sport aide à l'équilibre, le sport aide à améliorer la santé. Monsieur le ministre des Sports, en construisant cette piscine olympique ici, vous venez là de poser un acte qui permettra à Yopougon de recevoir les jeunes des autres communes d'Abidjan. Je voudrais, en relation avec le ministère des Sports, qui a déjà identifié des sites, m'engager ici et maintenant de construire, pas de même niveau, mais dans les 15 quartiers de Yopougon, un complexe de piscines sportives pour chaque quartier de Yopougon. Tous les premiers terrains qui sont disponibles, à partir du mois d'avril, les constructions dans les autres quartiers commenceront en même temps que la piscine olympique. 15 piscines à Yopougon annoncées par le président de l'Assemblée nationale. Yopougon donc sera évidemment sportif. Et puis évidemment, le ministre des Sports, donc, Paulin, annonce la réhabilitation de 17 stades des grandes régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons été instruits par le gouvernement de lancer le programme de réhabilitation d'équipements et de construction d'infrastructures sportives dans 17 capitales de district ou capitales régionales. Ainsi, les stades de Bondoukou, de Daloa, d'Abangoro, d'Odjene, d'Aboisseau, de toutes les capitales régionales vont être réhabilitées. Il faut ajouter à cela les 10 agoras, les complexes sportifs de proximité qui ont commencé déjà à être réalisés, ici même à Yopougon, à Bobo et à l'intérieur du pays. Mais bien sûr, pour compléter l'offre d'infrastructures sportives en milieu scolaire et universitaire, nous avons construit une vingtaine de terrains d'entraînement dans le cadre de la CAN 2023 dans les établissements scolaires. Allez, la Côte d'Ivoire qui sera donc dotée de 17 stades dans tous les pays, évidemment. On sera très heureux. Déjà, la piscine d'Aboubo, la piscine de Bakori, la piscine de Yopougon, avec la promesse également du président national. 15 piscines pour les différents quartiers de
Yopougon. La mauvaise nouvelle, évidemment, à ne pas saluer, c'est bien sûr l'attaque du président de l'AUC, Bala Coulibaly, à qui on souhaite prompt rétablissement, vraiment attaqué au niveau de la cité universitaire par les éléments de la FECI. Ça, c'est pas à saluer, vraiment. On espère qu'il supportera mieux le président de l'Abidjan Université Club. Club déjà reconnu officiellement, parce que l'Abidjan Université Club est désormais dans les clubs des districts du niveau du football ivoirien. Pour établissement, notre ami Bala Coulibaly, qui nous fait l'amitié très souvent de nous visiter sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. On va parler de Coupe nationale avec notamment le deuxième tour football, Coupe nationale, deuxième tour de cette compétition avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. C'est vrai qu'hier vous avez parlé de cette victoire de l'Africa Sport d'Abidjan, mais on connaît déjà les adversaires, les confrontations directes. On aura Iska Issiawazi, c'est du côté d'Abobo, Adiaké, Sabé Sport de Bouna, Alliance Zoma FC, S Boaké, Songo FC, Agboville Espoir de Koumassi, Ivoire Academy, Abidjan City, FC Solidarité, Souga FC, Chez Boaflé ADFK, Bégerville Lanfiera, et puis dimanche on aura Kozap AS Standard, Cosmos Sagrabutu Sport de Bondoukou, Mouna FC AS Divo, et puis Siroko, deux plateaux, des matchs comme ça qui nous intéressent. Mon cher Noël Yapo, justement on a l'équipe d'Adiaké sera face à une équipe que vous connaissez bien, le Sabé Sport de Bouna, un ancien qui retrouve évidemment cette coupe nationale. C'est la coupe où on peut se permettre tout, où toutes les surprises sont permises. Bah oui, je pense que c'est une occasion pour le Sabé Sport de Bouna de se refaire ce nom-là, parce que ce nom de Sabé Sport de Bouna a disparu depuis un moment des antennes et de tout ce qui est football. Et donc c'est l'occasion, cette coupe nationale. La coupe nationale, c'est la coupe qui réserve beaucoup de surprises. Donc je crois que là, le Sabé Sport a l'occasion de jouer clairement sa chance. Ça va être un match équilibré pour ces deux équipes-là. Adiaké, oui, Adiaké en face de ce Sabé-là. Ça peut paraître un peu déséquilibré, mais si le Sabé a passé le premier tour pour arriver là, ça veut dire que les guerriers de Bouna n'ont certainement pas envie de s'arrêter là. Ils veulent maintenant qu'on sache qu'ils sont revenus, parce que cette équipe a flanché depuis pratiquement la disparition de son président fondateur et la maladie de celui qui l'a succédé. Et je pense que maintenant, ils ont dû prendre la décision de revenir et vont passer par cette Coupe nationale. On leur souhaite un très bon retour. Le Morou également, match à suivre également à Yopougon, deux équipes qui jouent au football. Ivoire Academy, et de Jacquesville face à l'équipe de Abidjan City. Oui, Ivoire Academy face à Abidjan City. Disons que c'est un match aussi qui reste ouvert. Ivoire Academy que nous connaissons, qui est un centre de formation qui fait son petit bonhomme de chemin. Et je pense que les faveurs des Abidjan City de Nemarco également. Oui, de Nemarco. Ivoire Academy, on connaît mieux. Nemarco, c'est un peu récent. Mais je dirais que c'est deux centres de formation qui seront opposés lors de cette deuxième phase de ce deuxième tour de la Coupe nationale. Et on verra véritablement la formation qui s'y fait. Disons qu'ils vont nous montrer les résultats ou bien le résultat de leur formation à travers la prestation de leurs différents athlètes. Et le meilleur, certainement, va l'emporter. Mais il faut d'abord compter avec ces centres-là qui, progressivement, sont en train de venir. Et je crois que dans les années à venir, ce sont des centres avec lesquels il faut compter. Et surtout, ces centres-là risquent même de prendre la place des mécènes qui ont bâti des équipes au niveau du pays à partir de leur fortune. Ce sont des centres qui se font financer par les parents de tous les apprenants et qui sont progressivement en train d'étendre leur toile, pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais ils envoient des joueurs au niveau du Maghreb, au niveau de l'Afrique de l'Est et même en Europe. Et progressivement, ils sont en train de se faire beaucoup d'argent, en train de se développer. Et ce sont des centres avec lesquels il faut compter dans 10 ans. Pour le moment, la Coupe de Côte d'Ivoire permettra d'avoir un éclairci sur leur manière de gérer les jeunes. Et le reste, on verra. Allez, monsieur Oria, vous suivrez également avec attention un match aussi intéressant. Siroko face à deux plateaux FC du côté de Gaïwa. Oui, ça va être une rencontre intéressante après l'exploit de deux plateaux FC de sortir l'Africa Sport d'Abidjan. Ils vont être aux prises à l'équipe de Siroko. On sait que c'est une équipe qui regorge de talents. Morou parlait du centre de formation en parlant d'Abidjan City et de la Française d'Ivoire Academy, mais je dois vous dire que l'équipe de deux plateaux FC également qui a lancé sa pré-académie, parce que là pour l'instant ils ont des joueurs qui sont dans une académie en formation. Bientôt l'académie va pouvoir avoir son espace bien bâti. Donc ils ont des athlètes qui ont été dans cette
académie, là, si on peut l'appeler ainsi, et qui se retrouve aujourd'hui dans l'équipe première. C'est une équipe qui est très jeune. Je pense qu'elle peut poursuivre son chemin. Elle est leader de son groupe au niveau de la D3. Elle a un très bon niveau, de très bons athlètes. Et on verra ce que ça va donner face à Sirocco. Allez, il faut se méfier de Sirocco. On a également Mouna FC AS Divo. Cosmos Sakrabutu Sport de Bandouko Moru. Ça rappelle beaucoup de bonnes choses. Hein. Sakrabutu à Yopougon. Est-ce que vous serez là pour suivre un peu votre équipe là? C'est le dimanche. Hein. Ouais. C'est le dimanche. À Yopougon, c'est. À Yopougon, certainement que je serai du côté de Yamoussoukro pour regarder le match. Vous avez laissé le Sakra pour regarder à sec? Oui, mais c'est au niveau international. Il faut aller voir. Et puis bon. Le Sakra national? Non, le Sakra national, c'est la coupe nationale. Maintenant, l'ASEC contre les Diablotins du Congo, c'est au niveau national. C'est un match quand même international qu'on va aller regarder pour faire notre petite idée sur la forme de l'ASEC. Comme lundi, on va échanger dessus. Sinon, vraiment, hein, laisser Sakrabutu pour aller suivre le Cosmos, pour Bourbané, ça, c'est pas trop intéressant. Allez, cause à pas un standard également à suivre à Bobo. On aura Benjerville, l'Anfiara au Champrou, CO Boiflé, ADFK d'Adzopé, à Yamoussoukro, FC Solidarité, Souga FC, c'est du côté d'Adioné, ça c'est un duel entre les nordistes. Il voit Académie Nadia Abidjan City, mais Agboville, Espoir, on retrouve l'espérance d'Agboville, hein, face à l'Espoir de Koumassi. AS Boaké, l'ancien, face à Songo FC, ça s'est joué à Boaké, mais pas sur la pelouse du stade de la Paix. Alliance Zoma FC à Bengouro, à Diaké Sabé Sport, Iska, Issiawazi, c'est le compte de la deuxième. C'est le deuxième tour, hein, bien sûr, de cette Coupe nationale, attendant de trouver les clubs de Ligue 1. Des matchs à suivre, d'autres matchs à suivre. On aura Iska ici en direct sur Radio Côte d'Ivoire, des matchs à suivre et des résultats à connaître sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. Messieurs, on va parler évidemment de Ligue des Champions puisque nous abordons la 3e journée de cette Ligue des Champions. Et tout à l'heure, il y a eu un très bon match, mon cher Noliapo. Les Soudanais d'El-Merreikh, grand club du Soudan, parce que Al Hilal et puis El-Merreikh ont battu le CR Belouizdad d'Algérie, le club le plus populaire d'Algérie. 1-0, une belle performance pour ces Soudanais face à l'équipe de Belouizdad qui, là, perd son deuxième match en 3 matchs joués. C'est une belle performance pour l'équipe d'El-Merreikh d'Alger et de Soudan. Ben oui, Brice, c'est une belle performance parce que les joueurs du Belouizdad, je vais dire à la limite un peu surpris. Ils sont certainement encore dans l'effervescence du CHAN, mais véritablement la performance des Soudanais, elle est à saluer parce que ce n'est pas devant n'importe quelle équipe, quand même le Belouizdad depuis quelques années brille au niveau du football algérien. Donc, vous savez, le football soudanais, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes politiques, mais quand même les Soudanais sont des très bons manieurs de ballon. Ah, ils mettent les moyens également. Hein. Historique. Et c'est un football qui est historique. Et bon, c'est vrai que depuis un moment, ça planché un peu, mais ce genre de résultats ne nous surprend pas. En termes de qualité technique, ils ont de la qualité. Et c'est des athlètes qui vont vite. Donc, félicitations à eux pour ce résultat qu'ils viennent de réaliser. C'est dommage pour les Algériens qui sont encore grisés par ce CHAN, mais il faut qu'ils sortent du CHAN. A but inscrit sur penalty pour l'équipe d'El-Merreikh. Aurélien, on suivra avec intérêt un match qui ressemble à une affiche de finale de Ligue des Champions. Espérance de Tunis, Zamalek d'Égypte. Oui, c'est une très grande rencontre, Espérance de Zamalek. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer pour suivre cette opposition de ces deux formations en Champions League. Voilà. Deux équipes historiques, deux anciens vainqueurs de la compétition qui essaient de redorer leur blason. Pour Zamalek, c'est beaucoup plus loin que l'Espérance de Tunis, bien évidemment, mais on verra ce que cela va donner. Allez, Zamalek, Espérance de Tunis, Espérance de Zamalek. Et puis, Morou, avec vous également, on veut voir si le Oroya de Guinée-Conakry grandit, mais ça sera face à l'un des grands d'Afrique, le Raja de Casablanca. Effectivement, le Oroya face au Raja de Casablanca, il faut dire que souvent les équipes maghrébines plient les chines devant les équipes guinéennes et même maliennes. Et donc, le Oroya va avec, disons, une certaine... un ascendant psychologique, quoi. Un ascendant psychologique, parce que le Oroya aussi, il y a des joueurs... c'est, disons, une équipe qui a réussi quand même à prendre de très bons joueurs au niveau africain. Au Kansé Mandela, l'ex-joueur du Sport de San Pedro s'y trouve avec de nombreux autres talents. Et Oroya arrive vraiment à tenir tête à des équipes, même quand elles sont huppées, à l'image de cette équipe marocaine-là. Mais il faut compter aussi avec le fait que le président Antonio Soare met les moyens. Et cela fait que les primes sont augmentées, cela ne fait que décupler les forces des joueurs de Oroya. Donc véritablement, je dirais que Oroya va avec un ascendant psychologique et au phare du Maroc de se tenir
vraiment prêts pour accueillir cette équipe de Ouria. Allez, Raja Ouria, le match se joue à Casablanca. Et puis, on a une autre affiche de cette Ligue des Champions. Ça ressemble à des affiches de finale, mon cher Noël Yapo. À la Ligue d'Égypte, Mamelodi Sundowns, 2 anciens vainqueurs de cette compétition. Bah oui, ça c'est pratiquement un très grand choc. Vous voyez le football égyptien face à ce football sud-africain là, et c'est 2 grands clubs qui vont s'affronter là. C'est une rencontre qui va être indécise jusqu'au bout. Ce sont des rencontres genre finale de Ligue des Champions et c'est des équipes qui se respectent, qui méritent effectivement respect. Donc pour moi, ça va être 50-50, mais ça reste toujours un match de football. Ça va se jouer sur des détails cette rencontre-là. Allez, justement, à la Ligue d'Égypte, Mamelodi Sundowns, le match se joue en Égypte. Et puis, Ouria, on a une belle affiche également. Le WAC de Casablanca à l'épreuve du Petro Atlético d'Angola qui est habitué à cette compétition mais qui a du mal à passer un cap. Oui, vous avez dit le Raja, n'est-ce pas? WAC Raja, pardon, j'ai confondu WAC et Raja. Oui, le Wydad Athletic Club, qui est une équipe qui récemment, je dirais, a resté les premières places et les victoires dans cette compétition. Championne d'Afrique en titre, si ma mémoire est bonne, qui a vu son entraîneur Regragui, coach historique, rejoindre la sélection nationale du Maroc. Cette formation du Wydad, malgré le départ de Regragui, a pu, je dirais, maintenir le cap. Elle va croiser donc un adversaire de taille face à elle. Mais cette dernière saison, la Champions League africaine étant dominée par les pays arabes et maghrébins, je doute fort que cela puisse changer cette saison. On a donc entre le WAC face au Petro, puis dernière rencontre, c'est le Vita Club face à la GF Kabylie. Avant la pub, messieurs, un mot sur la prestation, la domination, on va le dire depuis un moment, des Sénégalais sur le football africain. Le Sénégal qui a remporté la CAN, le Sénégal qui a remporté le CHAN récemment en Algérie, et le Sénégal qui monte en puissance chez les moins de 20 ans avec sa qualification en 2 matchs en battant largement l'équipe, les Mozambicains. Le Sénégal valide. Mourou, le Sénégal est en plein boom au niveau footballistique. Au niveau footballistique, le Sénégal est en plein boom. N'oubliez pas aussi qu'ils ont remporté le Beach Soccer. Et là, ça leur fait 3 trophées en moins de quelques années. Il y a d'abord l'implication du président Senghor, le nouveau président de la fédération sénégalaise. Vice-président de la CAF également. Voilà, il est vice-président de la CAF. Mais je pense que son implication au niveau local a permis quand même aux jeunes Sénégalais de s'intéresser beaucoup plus au foot qu'à la lutte par le passé. Et donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de centres de formation et on ne cesse de dire que la formation rapporte beaucoup. Et le Sénégal est en train de tirer les dividendes de cette formation qui a permis d'assurer la relève des El Hadji Diouf et de bien d'autres qui sont déjà partis. Les Sadio Mané sont sûrs d'être remplacés au pied levé. Et donc le Sénégal qui se qualifie déjà pour le 2e tour des U20, j'avoue que c'est déjà une bonne chose. Ces championnats de U20, ces compétitions de U20 qui permettent aux 4 premiers déjà de se qualifier pour le prochain mondial de leur catégorie. Et le Sénégal va déjà pour le 2e tour. Et j'avoue que cela doit nous inciter, nous autres pays qui avons démarré tambour battant, mais qui aujourd'hui battons de l'aile, à aller vers l'école sénégalaise et aller à l'apprentissage, ou bien à toujours revenir pour faire la formation. Parce qu'on a les centres de formation, mais il ne nous reste seulement qu'à faire des compétitions entre les jeunes pour voir et pour faire un tri des meilleurs et les amener à compétir au niveau international et au niveau mondial. Ouria, comment vous expliquez un peu ce Sénégal qui gagnait pratiquement rien depuis pratiquement 30-40 ans et qui du coup en 2 ans semble refaire son état? Coupe d'Afrique, CHAN, aujourd'hui qualification facile chez les moins de 20 ans. Le Sénégal vraiment est en train de montrer qu'il est désormais le roi du football africain. Heureusement que nous sommes des êtres dotés de raison et que très souvent, même si on pense que certaines choses sont un tout petit peu qui émane un tout petit peu de l'irrationnel, on essaie de trouver quand même une explication. Voyez-vous, c'est tellement bluffant ce que le Sénégal est en train de faire. On parle beaucoup de travail, on parle beaucoup de construction, on parle du centre de formation, mais il y a des pays qui ont ces centres, qui sont talentueux, tout aussi talentueux que les Sénégalais, qui ont ces infrastructures, mais qui n'arrivent pas à réaliser ou qui ne sont pas parvenus à réaliser ce que le Sénégal a réalisé. Je prends le cas de l'Égypte, grande nation du football, pays le plus titré
en équipe nationale et en club, mais qui n'a jamais réalisé ce triplé historique comme l'a fait le Sénégal, qui n'a jamais sur un laps de 2 années vu toutes ces équipes nationales remporter pratiquement toutes les compétitions. Donc c'est pourquoi j'ai parlé d'être de raison. Parce qu'on se rappelle qu'après 1998, nos cousins de Touba au Sénégal avaient dit que c'était eux qui avaient aidé Zidane et consorts à remporter la Coupe du Monde. Et on leur disait, mais si vous étiez si forts, essayez de refaire ça avec votre pays. Mais apparemment, j'ai l'impression que nos amis de Touba ont décidé d'aider le Sénégal. Pourquoi pas, parce que ça vient de là-bas. Pourquoi pas le Sénégal champion du monde? Je rappelle qu'il y a Touba aussi au Sénégal. Hein. Pourquoi pas le Sénégal champion du monde? Mais bref, c'est pour les charrier un peu, mais c'est pour les féliciter. Pour tout le travail qu'ils ont effectué, pour la patience dont ils ont su faire preuve. Parce que, comme l'a si bien dit l'un des observateurs en vertu du football africain, il faut dire que Senghor a bénéficié d'une patience absolue. Parce que quand on regarde un tout petit peu le palmarès de Senghor, on dirait qu'on a un président ici qu'on a eu à la tête de la Fédération de football qui n'avait rien à lui envier, mais qui malgré ça a été vilipendé jusqu'à son décès, feu Sidi Diallo. Senghor a attendu 9 ans avant de remporter ses premiers trophées et voir enfin toute la politique mise en place. Parce qu'on se dit, mais ce n'est pas Senghor qui a... C'est la patience du Senghor qui paye au nu. Bien, parce que les gens se disent, mais ce n'est pas Senghor, c'est pas sous Senghor que ces centres ont été ouverts au Sénégal. Ces centres n'appartiennent pas à 100% des Sénégalais parce qu'ils sont des partenariats avec des grands clubs occidentaux et autres. Mais il y a une pacification de la vie du football sénégalais. Et surtout, ce que la Fédération sénégalaise a eu à faire, c'est de beaucoup miser sur la formation des formateurs. Avec les clubs comme Génération Foot. Voilà. Et ils ont beaucoup misé sur la formation des formateurs. Parce que ces clubs-là excellent d'abord dans la venue d'experts, des grands clubs partenaires pour former ceux qui vont former les jeunes élites de demain du côté du Sénégal. Et ils ont atteint tel niveau de performance aujourd'hui qu'ils se forment entre eux. Ce qui fait que dans chaque équipe du Sénégal, dans chaque centre de formation, vous avez de véritables formateurs qui n'ont rien à envier aux formateurs des meilleurs clubs du monde. Et on voit leurs résultats aujourd'hui. Moi, je ne serais pas étonné aujourd'hui, les Sénégalais parlent d'Omar Daf qui est du côté de l'Europe et autres. Je ne serais pas étonné d'entendre ça et là, des formateurs sénégalais peut-être demain intégrer le centre de formation du Real, du Barça pour ce qu'ils sont en train de réaliser, qui est vraiment extraordinaire. Allez, justement avant la pub, évidemment, comment vous expliquez-vous, Noël Yapo, cette hégémonie du football sénégalais sur le football africain? Ah oui, Brice, vous voyez là, on parle du résultat, mais on ne parle pas de la mise en place de ce processus. Il n'y a pas deux façons de faire. Hein. Le Sénégal a pensé son affaire, ils ont réfléchi leur affaire, ils ont chronogrammé, ils ont planifié leur affaire dans la rigueur et ils ont pris de la patience, comme Auriel a dit. Et quand vous faites un travail qui est programmé, qui est bien planifié et rigoureusement fait, forcément vous aurez les résultats. Aujourd'hui, dans le sport, il n'y a pas autre chose qu'à faire de la formation de qualité à tous les niveaux, formation des formateurs, formation des jeunes, infrastructure. Vous voyez, le Sénégal a ouvert son carnet d'adresse, a permis des partenariats qui aujourd'hui permettent au football ivoirien de se développer. Bané l'a dit, nous, ce qu'il faut qu'on copie cet exemple-là. Et si on le copie bien, on peut le dépasser. Mais il faut qu'on commence parce que nous qui avons commencé, on est trop dans les problèmes des personnes. Il faut qu'on avance pour développer ce football. Mais félicitations à ce Sénégal. C'est le résultat du travail qu'ils ont mis en place. En tout cas, il nous montre qu'un autre visage du Sénégal, vraiment très en forme au niveau du football. Même chez les dames, hein, ils ont remporté la Coupe UFOA B. Ils ont remporté Bichoker, on a discipliné le Sénégal. Cannes, Chan, c'est la première fois. Et là, facilement, ils accèdent au tour des quarts de finale pour la CAN des U20. Ils vont vers un titre encore, le Sénégal qui est au super. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Match important décisif pour la SEC Mimosa. Évidemment, c'est dimanche face à l'équipe du Diable Noir du Congo. La SEC qui est dernier. Et le club, la SEC Mimosa, dernier de sa poule. La SEC obligé de gagner. Noël Yapo, c'est le tournant, on va le dire, un drift de la saison au niveau africain de la SEC Mimosa. C'est cette équipe de la SEC qui joue contre le premier, hein, puisque l'équipe des Diables du Congo a 4 points, battu largement l'équipe de Rivière United avant d'être accroché par le Motema Pembe. La SEC Mimosa, peut-on inspirer des revirements de situation? Peut-on voir la SEC gagner, Noël Yapo, cette équipe de Diables Noirs? Que faut-il à la SEC pour gagner, pour se relancer dans cette compétition? Oui, je pense que juste avant la publicité, on a dit que la SEC tournait au gasoil. Je crois que ce qu'il faut, c'est que Maître Roger change le moteur de cette équipe-là, qu'on mette carrément un moteur au super. Et j'espère qu'avec ce moteur, la SEC pourra gagner. Il n'y a pas de calcul à faire. Il faut absolument une victoire à la SEC. Et donc, il ne faut pas qu'on rentre dans une histoire d'aller chercher un match nul pour encore faire des supputations. J'espère simplement que M. Julien Chevalier a eu le temps de voir les Diables du Congo jouer et qu'il sait quelle équipe il va amener sur ce terrain-là pour gagner ce match-là.
il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas de discours à faire. Si M. Chevalier n'a pas pu voir cette équipe jouer, il peut s'appuyer sur des entraîneurs. Par le passé, quand il n'y avait pas la grande technologie, on envoyait des émissaires, mais avec la technologie nouvelle, je pense qu'il a une idée de la façon de jouer de cette équipe-là et qu'il sait comment lui, il va disposer les joueurs de la SEC sur ce terrain-là pour qu'on joue. Il n'y a pas deux choses à faire des supporters de la SEC. Toute la Côte d'Ivoire n'attend qu'une seule victoire. Ne serait-ce qu'un 0, ce serait une très bonne chose pour relancer la SEC. Mais si ce n'est pas ce résultat-là, honnêtement, ça va être difficile. Et pour moi, la SEC ne doit pas jouer avec le frein à main. Ils doivent être prudents, oui, parce que cette équipe du Diable joue très bien. Il faut faire très attention. Mais être prudent ne veut pas dire qu'on joue avec le frein à main. Il faut pouvoir jouer les 90 minutes à fond pour ne pas avoir des regrets après. Oria, on a vu cette équipe de la SEC avec Aïdara Choualio quand même à 80% jouer le CHAN avec un esprit de conquérant, mais on les sent faibles en coupe. Que faut-il changer pour ce match qui était tournant pour la SEC, parce qu'une défaite, ça sera terminé pour la SEC avant les 3 derniers matchs. J'espère qu'ils ont regardé la rencontre entre le Real et Liverpool. On ne leur demande pas de rééditer pratiquement la même chose que les joueurs du Real ont fait. On sait qu'ils sont quasi incapables de le faire, mais ce qu'ils peuvent faire, c'est monter encore plus en intensité, jouer beaucoup plus compact, voilà, faire preuve de beaucoup plus de solidarité et puis surtout avoir l'envie de remporter enfin un match. Il y a ça. Quand vous avez l'envie, ça vous permet de décupler vos forces. Quand vous jouez solidairement, ça vous permet d'être moins fatigué. Et moi, je sais qu'individuellement, ils ont la qualité technique requise pour pouvoir réaliser de belles séquences de jeu. Il faut que ceux qui sont devant aussi puissent être suffisamment alimentés et qu'ils n'aient pas le pied carré. Voici pour moi les ingrédients pour remporter cette victoire. L'entraîneur Chevalier peut donner tous les discours qu'il faut. Il peut mettre en place tous les schémas tactiques qu'il faut, comme l'a dit Mourinho. Si vos joueurs ne sont pas animés de bonnes intentions, car l'animation tactique, c'est leur affaire, ils ne pourront jamais vous ramener la victoire. Donc c'est aux joueurs de la SEC de comprendre que là, il s'agit de jouer d'abord pour eux, de prendre plaisir, en se disant qu'à l'issue de cette rencontre, tu dois sortir de là avec une victoire. Bourou, c'est un match qui n'allait pas perdre, un match qui a gagné obligatoirement, le couteau est là pour la SEC Mimouza. Oui, disons c'est un match à gagner impérativement, un match, je dirais un match, un tournant dans cette compétition pour la SEC Mimouza. N'oublions pas que cette équipe-là est 4e avec seulement au tableau de bord un match nul, une défaite, une large défaite, un seul point. Et je pense que dans cette poule, je pourrais dire que rien n'est pratiquement joué. Si la SEC... On est volé avec des si, hein. Si la SEC, par exemple, venait à gagner, ils auront 4 points. Hein. Voilà, l'équipe se retrouverait avec 4 points. Deuxième ou premier, quand même. Va être deuxième. Au moins, ouais. Au moins deuxième. Donc, c'est un peu sauvé. Donc, il appartiendra à l'entraîneur, aux joueurs, de, certes, donner une victoire à leur équipe, mais de ne pas aussi dégarnir leur base arrière. Parce que les diablotés ou bien les diables noirs qui marchent, ils ont les mêmes couleurs que la SEC, hein. Et c'est les noirs jaunes. Les noirs jaunes, la SEC c'est jaune noir. C'est jaune noir. Et c'est les mêmes couleurs pratiquement. Et je dirais que ces diablotés là viennent quand même avec la ferme conviction. J'ai eu la chance de rencontrer le président du club qui nous a dit on vous gagnera en aller-retour à SEC Mimouza en Côte d'Ivoire. Bon, je dirais peut-être que c'était déjà pour. C'était un effet d'annonce pour faire peur à la SEC. Mais il appartient à la SEC quand même de gagner parce que là aussi, il ne faut pas se lancer à l'abordage parce qu'on veut une victoire. L'essentiel, c'est qu'à Yamoussoukro, nous savons que la SEC n'est pas cette grande équipe ou bien cette équipe-là qui marque beaucoup de buts cette saison. Mais le plus petit score suffira à son bonheur. Ou bien, il ne faut pas qu'on se fasse battre ici à Yamoussoukro. Je dirais il faut éviter cela. Si on ne peut pas battre les Diables Noirs, il ne faut pas que les Diables Noirs nous battent sur notre terrain ici. Parce que, comme on l'a dit, c'est le mercredi qui suit que le match retour va se dérouler à Brazzaville. Ouais. Et là aussi, vous êtes fatigué, vous prenez l'avion le dimanche pour Brazzaville. Le plan de vol, il faut regarder tout ça. La fatigue aidant, ce n'est pas évident qu'on fasse une victoire là-bas. Donc ici, il appartient aux joueurs de mettre le pied à l'étrier et surtout de ne pas perdre face à ces diablotins, noirs là. Qu'est-ce qu'il faut changer au niveau du jeu de la SEC, Noël Yapo, pour venir à bout de cette équipe qui est leader quand même de la poule de la SEC Mimouza? Moi, je pense que déjà, il faut référer la défense parce que ce qui s'est passé la dernière fois, un but à la 17e seconde, il faut référer la concentration derrière. Il faut être très attentif à tous les petits détails. Et puis, en attaque, il faut pouvoir éviter d'aller concentrer les deux attaquants face à la défense adverse.
Le football aujourd'hui, il s'élargit sur les côtés et le ballon revient sur les côtés. La SEC a des joueurs qui sont dans la vivacité, qui peuvent jouer. Il faut les utiliser pour désarçonner l'adversaire, mais il faut éviter de jouer dans ce schéma dans lequel la SEC a joué. Parce que quand la SEC physiquement ne répond pas, dès qu'on balance les ballons, dès que la défense de la SEC balance les ballons, ça il faut éviter parce que quand vous balancez les ballons, il faut pouvoir jouer sur les deuxièmes ballons. Or, physiquement, ils n'ont pas le répondant pour jouer sur les deuxièmes ballons. Donc, la SEC a son ADN de football, c'est des ballons posés au sol avec des circulations, avec des passes courtes et rapides. C'est ça qu'il faut pratiquer malheureusement. Est-ce que les joueurs ont ce talent pour faire sortir cet ADN? Ça risque d'être difficile, mais comme Auria l'a dit, véritablement, il faut que les joueurs eux-mêmes se révoltent ce jour-là, se révoltent ce week-end-là pour dire que c'est leur destin qui est là et qu'ils doivent pouvoir réaliser ce match dans leur intérêt eux-mêmes, avant même l'intérêt de la SEC Mimosa. Il est dit destin. Est-ce qu'on peut dire que Julien Chevalier joue un peu son destin ce match-là? Julien Chevalier, je pense que c'est l'un des hommes les plus sereins de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Après cette défaite, pas de mots de la part de son board, dont il garde encore toute la confiance. Voilà, donc je pense que lui, peu importe ce qui va se passer, si son président décide de le conserver, il sera conservé à la fin de la saison ou pas. Il continue de faire son bonhomme du chemin, il a un championnat à jouer. Voilà. Lui, son métier, c'est d'être champion de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez, parce que jusqu'à présent... Son contrat même prend fin le 23 juillet. Cette année, hein? Comme je le disais déjà, au niveau du board de la SEC Mimosa, ils n'ont même pas communiqué sur cette défaite à répétition en Coupe CAF. Bon, moi j'estime que c'est peut-être qu'ils ont envie de redresser la barre avant de parler à leurs supporters, ou ce serait peut-être un manque de respect vis-à-vis de ces derniers, parce qu'ils sont dans la détresse. Quand ils voient l'équipe souffrir, il n'y a pas de mots de la direction, il n'y a pas de bruit émanant également du sol béni concernant des directives données à Julien Chevalier, parce que généralement dans les grands clubs il y a des ultimatums au moins qui sont donnés aux entraîneurs. Même les Mourinho, les clubs ont des ultimatums. Julien Chevalier n'a rien à se reprocher. Il n'a rien, il est dans son divan. Il gagne, il perd, il s'en fout. Voilà, il gagne, il perd, c'est pas son souci. Donc pour moi, je pense pas qu'il joue sa saison. Allez, Morou, un mot dessus? Oui, je dirais simplement qu'à ce niveau, quand vous prenez le journal de la SEC, il y a quand même le directeur de publication Benoît You qui a quand même il n'a pas pris tellement c'est-à-dire il n'a pas trop tensé, il n'a pas trop tensé les deux expatriés qui dirigent la SEC, hein, c'est tout à fait normal. Il n'a pas trop tensé la SEC, mais il n'a pas apprécié quand même la prestation de la SEC et il a dit des mots, mais il a abondé dans le sens d'encourager l'équipe à aller de l'avant. Il ne faut pas tout brûler, mais cette année il reconnaît qu'ils n'ont pas ce tueur-là, ils n'ont pas un attaquant à même de pouvoir donc il est en train de dire clairement que ce qui se passe du côté de la SEC n'est pas de la faute à Julien Chevalier, c'est parce que le club en lui-même n'a pas acquis les droits d'un joueur capable de pouvoir marquer les buts. Voilà pourquoi j'ai dit que Chevalier est dans son divan. Non, je le dis, bon, Chevalier est certes dans son divan, vous le dites si bien, mais j'avoue que si cette année la Coupe de la Confédération ne réussit pas la SEC, ce n'est pas évident. Son contrat finit quand? Le 23 juin 2023. Il a trop duré à la SEC Mimosa. Allez, merci. Il y a pour Noël de l'autre côté. On espère une victoire de la SEC Mimosa. Noël? Bah oui, on espère. C'est la seule façon de nous faire passer un bon week-end. Sur le contraire, ça va nous créer d'autres problèmes. Et franchement, on attend cela et on regarde M. Chevalier. Franchement, il a beau être dans son divan, mais qu'il sache qu'il pourra se faire pousser de ce divan si la SEC perd. Un Chevalier qui galope pas. Allez, messieurs, merci à Moroubane, merci à Auria, merci. On souhaite de voir ce match. N'oubliez pas les rendez-vous demain samedi. Évidemment, Stade Connexion avec les rebondissements au moins du côté de Yamoussoukro. Il y aura du rallye et la Coupe nationale. Dimanche, il y aura la Coupe nationale et le choc à SEC Mimosa, Diable Noir du Congo, du côté de Yamoussoukro. Et puis la bonne nouvelle, c'est l'homologation du stade de Bouaké et match du championnat 19e journée, et puis sans oublier le match des éléphants du côté de Bouaké le 24 mars prochain face aux Comores. Merci. Et puis on soutient la SEC Mimosa en musique, on verra, on attend bien sûr une belle victoire des jaunes et noirs. Allez, merci. Messieurs, merci. Bon week-end. Continuez de suivre Radio Côte d'Ivoire. On a été heureux d'être avec vous. Allez.